Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Je rejoins tout de suite en France celui qui, parce qu'il se préoccupe tout comme moi de l'état de la langue française, et clairement, je l'ai appris hier, un plein de marde. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Ah ben je crois que c'est une insulte par association. Mais oui, je note que c'est une manière de s'exprimer tendrement à propos de certains experts de la langue, notamment Frédéric Lacroix. Oui, exact, parce que c'est ce qu'on a vu hier à la Chambre des communes, comité sur les langues officielles, et j'interviewais là, tout à l'heure Mario Beaulieu du Bloc québécois qui me dit, qui m'a confirmé, là, il n'a jamais entendu ça dans une commission, un invité, un expert témoin, qui cite des statistiques de Statistique Canada, par ailleurs, qui se fait insulter pour les nommer. Et alors, on y arrive. Donc, qui est en jeu? Le député est assez secondaire là-dedans. Parce que bon, c'est un député franco-ontarien qui manifestement est très méfiant envers le discours québécois sur la langue. Bon, laissons, puis en plus, surtout un homme mal élevé, c'est un mal appris, c'est quelqu'un qui insulte les gens. Puis quand il décide de traiter les gens de pleine marde, apparemment pour lui, c'est l'expression d'une vitalité débordante qui avait besoin de s'exprimer. Le véritable enjeu là-dedans, c'est une campagne pour chercher à déstabiliser, à discréditer un des plus grands, peut-être le plus intéressant spécialiste en matière de démographie linguistique au Québec aujourd'hui, et c'est Frédéric Lacroix. Frédéric Lacroix, parce que là, c'est quoi les méthodes utilisées pour lui tirer dessus ce temps-ci? Bon, il y a la méthode pleine marde. Ça, ce qu'on pourrait appeler, c'est une tentative d'intimidation des témoins. C'est une tentative d'humiliation. C'est une tentative de discrédit. Mais il y en a d'autres que j'ai entendues ici et là sur différentes antennes qui disent « Oui, mais Frédéric Lacroix, est-ce que c'est un vrai chercheur? » Pourquoi? Parce que Frédéric Lacroix, professionnellement, fait autre chose. C'est pas un universitaire en démographie. Mais qu'est-ce qu'il a fait depuis des années? Depuis une vingtaine d'années, il s'est spécialisé sur ces questions-là, avec par ailleurs une vraie connaissance des statistiques, une vraie connaissance démographique. Et qu'est-ce qu'il fait, Frédéric Lacroix? Il a je dirais, ce génie des chercheurs indépendants. C'est-à-dire, il va trouver, à l'extérieur des silos académiques habituels, il questionne, il croise les chiffres autrement. Il croise des chiffres que des gens n'ont pas l'habitude de croiser. Il va trouver des chiffres que les gens n'ont pas l'habitude de trouver. Il réfléchit, comme on dit en bon québécois, outside of the box. T'sais, il réfléchit à l'extérieur des paramètres convenus de la pensée officielle, mais toujours avec une immense rigueur, au point où son premier livre sur l'échec de la loi 101, eh bien, a reçu le prix de l'Assemblée nationale du livre politique. C'est un chercheur tout à fait remarquable qui a, je crois, éclairé et renouvelé le débat public considérablement depuis 4, 5, 6 ans. Il collaborait pendant longtemps à l'autre journal, qui n'est pas, à ce que j'en sais, une publication ultra-nationaliste de droite radicale ou j'en sais rien. C'était une publication liée à la gauche nationale syndicale qui on va être très critique à l'endroit de cette publication, Dieu que je le suis, mais il y avait une belle chronique là-bas. Il a multiplié au fil du temps les entretiens, il a fait un premier livre, il en a fait un deuxième, il s'est imposé comme un chercheur de référence. Donc, que font ceux qui ne veulent pas prendre au sérieux la question linguistique? Ils ont lancé la charge contre lui. Donc, ils cherchent à le discréditer. Mais ils ne répondent jamais à ses arguments. Ils ne répondent jamais aux chiffres qu'il avance. Ils ne répondent jamais aux thèses qu'il propose. Ils se contentent de l'insulter. Ça, c'est une méthode assez, une méthode assez classique aujourd'hui dans le débat public. C'est que plutôt que de chercher à comprendre ce que dit quelqu'un, vous lui collez une étiquette suffisamment dégradante et disqualifiante pour qu'il suffise de répéter cette étiquette en boucle pour réduire une personne à cette étiquette. Ou alors, vous allez chercher un tweet, vous allez chercher un texte, vous prenez un extrait, vous le décontextualisez, vous vous représentez de manière en le falsifiant. Vous dites, voilà cet homme, nul besoin de lui parler parce que on le réduit à telle phrase décontextualisée et ainsi de suite. Donc, il y a une tentative de discrédit de Frédéric Lacroix. Pourquoi? Parce que on le voit chez ceux qui ont le souci de la langue, il a, je l'ai dit, renouvelé notre compréhension de la question linguistique, et deuxièmement, il a le courage d'avancer certaines hypothèses
que si vous êtes dans le milieu universitaire classique, vous pouvez vous faire liquider pour ça. Faut comprendre, là. L'université, dans ma vie, j'ai fonctionné dans 3 milieux. Les médias, l'université et la politique. Et des 3 milieux que j'ai fréquentés, l'université est le moins libre des 3. Parce que l'université, dans notre esprit, c'est le temple de la pensée. Dans les faits, c'est le lieu de la nouvelle orthodoxie. C'est le lieu du nouveau cléricalisme. C'est le lieu où, si on veut faire carrière, il faut laisser de côté toutes les hypothèses qui peuvent contredire l'idéologie dominante. Et en démographie, on le voit. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons démographes au Québec. Hein. Au fil du temps, je me permets d'en nommer quelques-uns. Il y a eu Patrick Sabourin, qu'on pouvait lire il y a quelques années, qui était tout à fait remarquable, avec qui Lacroix a déjà écrit d'ailleurs. Il y a Guillaume Marois, qui est aujourd'hui qui passait par un exil chinois avant d'être en Autriche, si je ne me trompe pas, mais qui fait aussi un travail remarquable. Et donc, Frédéric Lacroix, lui, a un autre parcours. Donc, c'est un parcours dans les sciences dures, comme on dit. Et là, avec son intelligence exceptionnelle, sa vraie culture, il a renouvelé la question linguistique et il nous oblige à nous poser des questions qu'on ne se posait pas autrement. Il renouvelle, je dirais bien, c'est notre manière de l'appréhender. Donc là, le système panique et le système cherche aujourd'hui à tuer le messager. Donc, l'argument, c'est « Ah, c'est pas un vrai expert, c'est pas un vrai expert ». OK, mettons, mais répondez à ces arguments. Répondez, vous qui décrétez que c'est pas un vrai expert, êtes-vous capable de répondre à ces arguments? Ou vous décrétez du haut de votre non-expertise que c'est pas un vrai expert? C'est quand même culotté comme méthode de répondre à ces arguments. Si vous êtes si brillant que vous pouvez distinguer qui est le vrai expert, qui est le faux expert, pourriez-vous répondre à ces arguments, s'il vous plaît? Pour l'instant, c'est plutôt la fuite, c'est le discrédit ou c'est l'insulte. Et là, le petit monsieur franco-ontarien qui décide de le pleine-mardiser, appelons ça comme ça, eh bien, a surtout révélé son absence totale de politesse et de courtoisie. J'ajoute une chose. Tous ceux qui ont relativisé cette insulte sont toujours en train de nous faire la morale. On est contre la haine, on est contre les propos méchants, on croit à la discussion civique civilisée. Tous ceux qui ont relativisé ces insultes-là se rendent complices de telles insultes. Donc, franchement, je pense que s'il y avait une chose qu'on peut espérer de cette séquence, paradoxalement, c'est qu'on entende davantage Frédéric Lacroix. D'ailleurs, on va le recevoir dans quelques minutes comme premier invité de l'émission, comme quoi c'est une figure à qui nous devons tendre le micro le plus possible. Son propos est tout à fait éclairant. Et je précise que je suis pas tout seul à dire ça. Non. La question linguistique m'a toujours passionné, mais dans le milieu intellectuel, dans les milieux journalistiques aussi, c'est quelqu'un qui, chez des personnes vraiment diversifiées, on dit sa contribution est essentielle. Donc, on l'a insulté, réponse, écoutons-le davantage, ça pourrait être intéressant. Ouais, puis tu vois, moi, il y a un autre truc qui m'accroche beaucoup dans cette histoire-là, là, au-delà du plein de marde, de l'insulte elle-même, comme tu viens de le nommer. Pour moi, le fait que ce député-là, lorsque je rappelle, M. Lacroix ramène des faits, des statistiques, qui ne viennent même pas de lui pour venir appuyer ses propres hypothèses, et on le traite d'extrémiste. Et moi, ce terme-là, il y a une montée de l'extrémisme, de la pensée extrémiste sur tellement d'enjeux, à gauche comme à droite, dans le monde entier en ce moment. On essaie de le combattre, mais comment le combattre si on le nomme, on l'utilise à tort et à travers pour seulement désigner nos ennemis et ceux avec qui on n'est pas d'accord? Moi, je trouve que ça perd de son sens, puis honte au gouvernement libéral de se lancer là-dedans. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, pour moi, le terme extrémiste, je veux savoir, extrême par rapport à quoi? Par rapport à quelle norme? Premièrement, s'il y a un extrême, c'est qu'il y a une modération, c'est qu'il y a une modération, c'est qu'il y a une norme. Donc, pourrais-je savoir extrémiste en quoi? Mais c'est l'étiquette aujourd'hui de ceux qui ont une pensée pauvre. On colle l'étiquette d'extrémiste immédiatement pour être capable de ne pas avoir à répondre aux arguments des uns des autres. C'est des techniques d'étiquetage médiatique et idéologique et politique. Dieu sait que j'ai parlé de ça dans mes livres. Et je pense que la sociologie de l'étiquetage politique est une des choses les plus importantes pour comprendre comment se construit le débat public aujourd'hui. Puis, ce qui est drôle par ailleurs, c'est que les chiffres qu'il avance sont effectivement des chiffres de StatCan. Or, on juge que donc, c'est drôle, le régime, comme je viens de dire, ne croit pas à ses propres vérités. Quand le régime produit des chiffres qui contredisent son discours officiel, il décrète que celui qui relaie les chiffres est un menteur ou un extrémiste. Mais ça, c'est le régime qui avoue qu'il est prêt à tout faire, à mentir notamment, pour ne pas avoir à regarder la réalité en pleine face. Oui, effectivement, c'est assez ahurissant. Tout ça, bien hâte d'entendre ton entrevue justement avec M. Lacroix. Tu vas aussi aborder comme sujet le projet d'histoire, musée d'histoire du Québec, qui sur papier semble être un projet tout à fait louable, mais qui rencontre certains petits pépins dans l'engrenage.
Qui rencontre en fait les pépins, le corporatisme de la clique de certains historiens professionnels universitarisés, puis les différents lobbies mémoriels qui nous disent ah c'est mal, un musée de l'histoire du Québec c'est mal. Donc là il y a par exemple une partie des autochtones, pas tous, hein, heureusement je prends la peine de le dire, mais qui disent ah mais pourquoi ça commence pas avec nous? Là, on va dire, oui, mais c'est pas un musée de l'histoire du territoire québécois à ce compte-là. C'est un musée de l'histoire de la nation québécoise et on a assez de respect pour les Autochtones pour ne pas les confondre avec la nation québécoise. Ce sont des nations distinctes. Et l'histoire de la nation québécoise commence en 1608 avec Champlain. À l'arrière, on pourrait dire en 1534 avec Cartier, ça me dérangerait pas. Mais disons, 1608, c'est la date fondatrice. Et ça commence avec ça. Donc là, vouloir décider de faire de Champlain un moment dans une histoire qui serait très antérieure, c'est faux. Un territoire n'est rien sans la population qui l'habite. Donc autant il faut porter grande attention à l'histoire des peuples amérindiens, autant l'histoire du peuple québécois lui-même mérite, elle mérite d'être considérée. Premier élément. Puis là, bien évidemment, on connaît le discours habituel. Si on reprend pas le discours multiculturaliste, diversitaire, on est accusé d'exclusion, on est accusé de repli sur soi, on est accusé de nationalisme, de repli et de fermeture. Non, non, non. Est-ce que les Québécois ont le droit tout simplement de se raconter leur propre histoire? Est-ce que les Québécois peuvent mettre en récit leur parcours collectif? Ou est-ce que le rappel de notre propre existence est déjà quelque chose comme le début d'un scandale, le début d'un blasphème? Donc derrière la réaction corporatiste et idéologique contre ce musée, il y a la tentative de censure souvent reconduite de l'existence même du peuple québécois. Je tenais à dire que ce musée me semble nécessaire. Et si François Legault réussit à nous laisser ça véritablement de son deuxième mandat, ça ne nous aura pas été un mandat vain du point de vue de l'identité nationale. Oui, puis surtout que dans l'histoire du Québec et l'histoire des Québécois, ben la collaboration qui a été faite avec les Premières Nations est vitale, puis on va en parler dans tous les cas parce que on se comprend, il y a une partie qui est liée intrinsèquement à celle des Premières Nations, donc on va l'aborder dans tous les cas dans ce musée-là, j'en doute point. Donc voilà, hein, je vois pas pourquoi on fait tout un cas avec ça. Oui, puis j'ajouterais un dernier truc avant d'arriver au dernier sujet, que l'histoire des Québécois par rapport aux Autochtones, aux Amérindiens, n'est pas du tout la même que celle des Anglo-Saxons, des Britanniques. Non. On l'a vu, c'est une histoire qui est pas du tout la même, et ce sera l'occasion de le rappeler, mais encore une fois, faut-il exister pour marquer qu'on a une différence de traitement des Premières Nations par rapport aux Anglo-Saxons. Mais ça, bon, apparemment, encore une fois, c'est le scandale de notre propre existence qui remonte à la surface. Tu veux aussi glisser un mot quand même avant qu'on se quitte sur le projet de loi C-63. Ouais. Là, déjà, je l'ai souvent dit, et je le redis, moi, je suis très réservé, pour ne pas dire clairement hostile, à toutes ces lois sur la haine, entre guillemets, parce que la définition qu'on donne de la haine, généralement, c'est être en désaccord avec l'idéologie dominante du moment. Donc, si vous êtes contre l'immigration massive, vous êtes un haineux xénophobe. Si vous êtes contre la théorie du genre, vous êtes un haineux transphobe. Si vous êtes contre la théorie du racisme systémique, vous êtes un haineux raciste, et ainsi de suite. Donc, déjà, le mot haine, aujourd'hui, cause beaucoup de problèmes, premièrement. Deuxièmement, dans le projet de loi, puis là, ça remonte à la surface au point même où Elon Musk, qui est finalement une forme de puissance mondiale à lui seul, s'en est inquiété. Ouais. Eh bien, on s'inquiète des propos haineux rétroactifs. Donc, la loi permettrait d'aller fouiller dans l'historique pas voté encore, mais dans l'historique des médias sociaux des uns des autres, si vous avez déjà tenu des propos qui entrent en contradiction avec la définition actuelle de la haine qui sera portée par la loi. Donc, autrement dit, on pourra fouiller votre passé. L'argument utilisé, c'est tout ce que vous auriez pu effacer par vous-même et que vous avez laissé en ligne, c'est comme si c'était encore actif, comme si c'était encore des propos de récidive, en quelque sorte. Je m'excuse, mais fouiller le passé d'un homme ou d'une femme, leur passé numérique, leur passé sur les réseaux sociaux, pour voir si ce qu'ils ont dit entre en contradiction avec ce que l'on juge aujourd'hui inacceptable. Et Dieu sait que les frontières de l'inacceptable sont de plus en plus larges pour le régime. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Le Canada bascule dans une logique de censure orwellienne. Je suis pas surpris, l'idéologie multiculturaliste donne les mêmes résultats partout, mais là, le gouvernement Trudeau est un gouvernement qui va dans les faits rentrer dans la persécution explicite de la parole publique, qui va nier la liberté d'expression et qui va fouiller dans votre passé pour voir si vous n'avez pas déjà dit quelque chose de coupable par rapport à une loi qui aurait été votée postérieurement. C'est franchement une dérive autoritaire du gouvernement Trudeau, encore une fois. Ouais, puis je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui veut qu'on se mette à fouiller le passé puis les squelettes dans les placards virtuels de l'un et de l'autre parce qu'on risque d'y trouver des choses pas mal gênantes. Merci si on commence à jouer à ce jeu-là. Mathieu Bock-Côté, bonne émission. Toujours un plaisir. Merci. Bye bye.